Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui s'annonce. Ousgouard, où cette semaine notre invité est José Rossi. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans nos studios, notamment ce lundi matin. On va passer la semaine ensemble pour parler actualité. Et forcément, la première thématique ce matin, en ce début de semaine, on va parler de cette fameuse commission de l'investiture UMP. On parle des élections territoriales. On ne pouvait pas démarrer la semaine autrement. On va écouter une courte intervention, celle de Camille de Rocazère. C'était au lendemain en fait du communiqué de la commission d'investiture qui laissait entendre que vous seriez investi pour la présidence de l'exécutif. Camille de Rocazère le serait pour la présidence de l'Assemblée de Corse et les militants de Corse décideraient qui de vous deux mènerait cette liste. On écoute Camille de Rocazère et on entendra votre sentiment après. Très bien. Alors moi j'ai toujours dit, je me suis toujours battu, investi pour être tête de liste. Pourquoi ? Pour rassembler. Parce qu'avant de définir des fonctions, il faut d'abord gagner. J'ai démontré en tout cas ma capacité à gagner devant la CNI, puisque j'avais une majorité. Et moi, si je n'avais pas eu cette majorité, il y aurait eu un vote. La deuxième chose que j'ai démontré, c'est que j'ai pu en 24 heures depuis hier matin, proposer une liste de 74 élus locaux corse, et non des moindres, à Nicolas Sarkozy, à sa sagacité, pour bien faire comprendre que je n'étais pas celui qui serait désigné par Paris et qui n'aurait pas de soutien en Corse, parce que j'ai appris par voie de presse que, paraît-il, je serais très isolé en Corse. Alors, si je suis très isolé en Corse, on n'a pas besoin de moi, mais si on a besoin de moi, ça veut dire que je compte encore. Alors, José Rossi, donc un sentiment de Camille de Rocazère que vous avez entendu, je suppose même en dehors de notre radio. Votre premier sentiment à vous aussi face à ça ? Écoutez, je reviens en politique après quelques années d'absence, pendant lesquelles j'ai été non seulement un observateur de la vie publique, mais aussi de la vie économique. Et j'ai des idées que je souhaite faire avancer et prévaloir. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis porté candidat à la candidature pour conduire la liste régionale de l'UMP. Sollicitant l'investiture de l'UMP, tout naturellement, je m'inscris dans les procédures qui sont celles de l'UMP, et notamment de la procédure de délivrance des investitures. Il y a en effet une commission nationale d'investiture qui statue sur proposition de la direction du parti. Cette commission d'investiture s'est partagée une première fois, 7-7. Il y avait très peu de membres participant à cette réunion. Sur les 65, il y en avait 14 qui ont voté effectivement. C'était trop peu pour nous départager. Une deuxième réunion a eu lieu et sur proposition du président de la commission et du président du parti, Nicolas Sarkozy, il a été suggéré et proposé à la commission qu'il a adopté à l'unanimité, premièrement, d'avoir une seule liste pour les élections régionales, qui soit une liste UMP. Deuxièmement, qu'en cas de succès, si nous perdons les élections, le problème ne se pose pas. En cas de succès, je sois candidat à la présidence de l'exécutif et Camille de Rocazère candidat à la présidence de l'Assemblée. C'est un choix qui me convient parfaitement. Et troisièmement, dans la mesure où il y avait eu partage des voix lors de la première réunion, que l'on renvoie vers les adhérents de l'UMP en Corse, qui sont quand même plus de 2000 en Haute-Corse et en Corse du Sud, la décision de choisir pour conduire la liste Camille de Rocazère ou moi-même. Donc j'ai accepté cette procédure qui a été adoptée à l'unanimité par la commission. Et quand Camille dit mes amis étaient plus nombreux que ceux de José, personne ne l'a vérifié. Il n'y a que lui qui le dit. Il n'y a pas eu de vote au cours de la deuxième réunion, mais un vote unanime sur la procédure que je viens de vous indiquer. Donc personnellement, je m'inscris dans cette démarche. J'accepte sereinement le vote des militants et des adhérents de Corse du Sud et de Haute-Corse de l'UMP. Si je suis en tête, je conduirai la liste. Et si je suis second, c'est Camille qui conduira la liste. Voilà. Je ne sais pas si à ce jour, si Camille de Rocazère accepte ou non la procédure du parti. Oui, il n'a toujours pas répondu sur cette question. Il évoque cette notion de rassemblement aussi. Écoutez, le rassemblement et la légitimité, aujourd'hui, ça se construit. On ne peut pas avoir une légitimité de droit divin ou une légitimité naturelle. Un rassemblement se fait par les votes. Et les votes, il y avait le vote possible de la Commission nationale d'investiture qui, en effet, n'a pas tranché, mais c'était sa liberté de ne pas le faire. Et on nous renvoie devant les militants de Corse, ce qui me paraît être une innovation intéressante quand, dans la région la plus décentralisée de France, qui peut évoluer demain vers une forme d'autonomie, dire pour une élection régionale que ce sont les adhérents et les militants du parti dont on sollicite l'investiture en Corse qui décident en Corse,
ça ne me paraît pas une absurdité. Pour une fois, Paris a peut-être pris une décision relativement raisonnable et qui est une décision d'anticipation sur ce qui se passera peut-être dans d'autres régions de France que la nôtre. Alors justement, cette décentralisation, au-delà de cet épisode, on va dire, de la Commission nationale d'investiture, est-ce que... Je voudrais, pardon, oui. Excusez-moi de vous interrompre, je voudrais dire un dernier mot sur cette affaire. Bon, on présente tout cela comme des divisions. Il n'y a pas de division sur le fond. J'ai des positions. Est-ce qu'il y a une rupture politique ? Non, absolument pas. J'ai des positions qui sont relativement proches de celles de Camille sur les problèmes de fond, économiques, sociaux, institutionnels. La seule véritable différence, c'est qu'aujourd'hui, avec l'expérience qui est la mienne, j'ai quand même été parlementaire pendant 3 mandatures, j'ai été ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, j'ai présidé le Conseil général de Corse du Sud pendant 14 ans, et j'ai pris de la distance au cours des 7-8 dernières années. Et donc, cette expérience, je peux la mettre au service de la Corse immédiatement. Je n'ai pas perdu le fil pendant cette période. Et pour ce faire, je suis disponible à temps plein. Les autres sont soit parlementaires, soit maires d'une ville importante. Et aujourd'hui, la logique, c'est le mandat unique. Bon, celui qui est parlementaire doit le faire à titre principal. Celui qui est maire d'une ville importante doit le faire à titre principal. Laurent Marcangeli en a tiré, par exemple, les conséquences. Il a dit très clairement que si en 2017, il devait faire ce choix dans le cadre de l'interdiction du cumul des mandats, eh bien, il choisirait probablement de rester maire d'Ajaccio et il ne serait plus député. Camille de Rocasser, s'il restait député demain, serait sans doute appelé à faire ce choix lui aussi. Donc, et puis aujourd'hui, il y aurait un partage du temps entre Paris et la Corse. Et qu'on ne me dise pas qu'être à Paris pour quelques interventions, c'est essentiel pour la Corse. Bon, j'ai vécu à Paris pendant longtemps, j'ai aussi mes réseaux parisiens et amicaux. Bon, le partage des votes le démontre d'une certaine manière. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que celui qui gagnera l'élection, qui dirigera la liste, qui gagnera l'élection et qui sera en situation de présider le conseil exécutif, soit un vrai patron, dirige ses équipes administratives, soit disponible pour ceux qui veulent le voir, soit en situation de concertation permanente avec les responsables socioprofessionnels, avec la société locale, et que ce ne soit pas un extraterrestre qui soit constamment entre Paris et la Corse. Voilà. Il faut évidemment avoir une relation régulière avec Paris, avoir un partenariat avec Paris et le gouvernement, parce que la Corse ne peut pas rester seule dans son isolement. Mais par contre, pour être un interlocuteur crédible et valable, il faut maîtriser complètement l'administration et la gestion insulaire. Et pour cela, le temps plein vaut mieux que le temps partiel. Pas de divergence sur le fond des dossiers, notamment où vous avez entendu parler d'autonomie. Camille de Rocasser est un peu plus réservé sur cette notion-là. Non, il y avait des différences dans le passé. Il a évolué lui aussi vers une forme d'autonomie locale et il reconnaît la nécessité de l'inscription dans la Constitution d'un principe de région très décentralisée et avec le plus d'autonomie possible, notamment sur le plan financier et fiscal. Et cette inscription dans la Constitution fait partie maintenant du tronc commun qui va très au-delà de notre famille politique, puisque aussi bien du côté nationaliste que du côté gauche, l'idée de la demande d'inscription du principe d'un statut spécifique de la Corse dans la Constitution est acceptée par une majorité très large. Et je crois que c'est par là qu'il faudrait commencer d'ailleurs, car à vouloir tout mêler, la co-officialité, le statut de résident, le statut fiscal, bon, et demander tout en même temps conduit à n'avoir rien du tout. C'est ce qu'a fait le gouvernement, puisqu'il se contente d'avancer vers la collectivité unique, qui n'est qu'une toute petite partie de ce qui a été délibéré pendant des années par l'Assemblée de Corse, dans des conditions efficaces quant à la délibération, mais inefficaces complètement quant au résultat. Ces sujets, José Rossi, on va en parler durant toute cette semaine, notamment la co-officialité, le statut de résident. Ce vote des militants de l'UMP en Corse, il pourrait avoir lieu quand ? Lors du congrès, à la fin du mois ? Écoutez, pour moi, le plus tôt sera le mieux, mais il appartient à la direction nationale du parti, puisque c'est elle qui a proposé cette procédure, d'arrêter le choix de la date. Les bureaux de vote, vraisemblablement à Ajaccio et Bastia. On ne va pas faire voter tout le monde à Ajaccio, tout le monde à Bastia. Et puis aussi les conditions de déroulement du scrutin, éventuellement de contrôle. S'il y avait un doute quelconque sur le scrutin, il faut que ça soit contrôlé de la manière la plus objective possible, peut-être par nos dirigeants nationaux, de manière à ce qu'on n'invoque pas des vices de procédure quelconques, comme on le voit trop souvent au niveau d'autres élections par les mauvais perdants. Merci beaucoup, José Rossi. On va se retrouver demain pour un nouveau thème d'actualité. À demain. Merci.
Bonjour et bienvenue. On retrouve ce matin notre invité José Rossi. Bonjour. Bonjour. On va évoquer aujourd'hui un dossier important pour la Corse qui a trait à ses transports maritimes, le dossier de la SNCM avec toutes les péripéties du tribunal de commerce, notamment de Marseille, des obligations de service public. Le tribunal de commerce de Marseille qui a donné d'une certaine façon un sursis à la compagnie. On va écouter la réaction d'Alain Mosconi pour le STC des marins qui se réjouit d'un côté que ce sursis existe mais qui lui plaide toujours en faveur de la création d'une compagnie régionale et non pas d'un rachat par les 3 racheteurs potentiels. Chercher à convaincre le maximum de gens de la pertinence d'une compagnie publique pour la Corse. D'ailleurs, on se félicite de voir que 70% des Corses, lors d'un dernier sondage effectué par un de vos confrères de la presse écrite, sont favorables à l'avènement de cette compagnie. Donc, ça nous laisse du temps, davantage de temps. Nous serons au mois de novembre en période électorale très avancée et donc ça placera au cœur du débat de l'élection territoriale la question des transports et la question maritime, bien évidemment. José Rossi, au mois de novembre, effectivement, en période électorale très avancée, dit Alain Mosconi, cette compagnie régionale, le rachat, il y a 3 acheteurs potentiels. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Mosconi que j'ai pratiqué comme président de l'Assemblée de Corse et qui sait défendre ses dossiers avec beaucoup d'efficacité. Mais je ne suis pas en accord avec lui, par contre, sur l'idée de la compagnie régionale. En tout cas, ce n'est pas le sujet qu'il faut traiter immédiatement. Ce dont a besoin la Corse aujourd'hui, c'est d'un service public qui fonctionne bien. Elle y met pour cela de l'argent et elle passe contrat avec des compagnies qui assurent la desserte maritime. Et le principal souci qu'on doit avoir, ce n'est pas de savoir quelle est la compagnie qui assure le service public, c'est de savoir quelle est la compagnie qui l'assure le mieux, le plus efficacement possible et en restant en bonne santé. Car une compagnie qui n'est pas en bonne santé, c'est la défaillance à un moment ou un autre du service public, c'est des grèves, c'est des difficultés internes à l'entreprise. Et depuis des années, nous subissons cet affaiblissement progressif de la SNCM avec des conflits qui ont été insoutenables pour la Corse. Bon, fort heureusement, dans la période de grande difficulté que l'est la SNCM, il n'y a pas de surenchère sur la grève. Mais imaginez demain qu'une nouvelle grève vienne affaiblir le trafic restant de la SNCM, qu'elle a beaucoup perdu pendant cette période difficile, pendant la période estivale et pendant la période essentielle pour la Corse en matière de développement touristique, cela serait catastrophique. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui à dire, surtout à partir du moment où personnellement je ne suis pas aux responsabilités exécutives, je ne suis pas président de l'Office des transports, et donc je ne maîtrise pas le dossier au quotidien dans sa dimension technique. Mais il y a des principes qu'il faut mettre en œuvre. Le principe, c'est que la région, la collectivité territoriale de Corse doit traiter avec des compagnies qui tiennent leurs engagements. Or, souvent, les engagements n'ont pas été tenus et les sanctions à l'égard de la compagnie qui ne les a pas tenues ne sont pas venues. Alors on me dit, mais la CTC, l'exécutif régional, a été obligé de faire face à des situations qu'elle ne pouvait pas maîtriser. L'État est responsable parce qu'il est actionnaire aussi, même s'il est minoritaire. Il a encore plus de responsabilités dans le passé lorsqu'il s'est déchargé de la partie majoritaire de ses actions vers des privés qui n'ont pas toujours été de la plus grande rectitude au moment où ils se sont déchargés vers d'autres du capital qu'ils avaient obtenu à bon prix. Tout cela est vrai. Il y a eu des responsabilités partagées du côté gouvernemental, du côté syndical et une opacité permanente dans la gestion de la SNCM. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive au moment où il faut trancher le nœud gordien et il faut faire en sorte que sortent des négociations en cours une compagnie qui, quel que soit son capital, soit gérée correctement et assume, lorsqu'on aura fait une nouvelle délégation de service public, le service public dans les meilleures conditions. Et vouloir à tout prix attribuer la délégation de service public et avoir en même temps en face de soi, et je reviens à la proposition d'Alain Mosconi, une compagnie qui est une compagnie publique, je sais bien que ça ne marche pas trop mal pour l'aérien, mais la dimension est singulièrement plus considérable pour le maritime avec l'importance des investissements. Avoir en face une compagnie à qui on va attribuer le service public, comment le marché va-t-il être passé ? Est-ce qu'un marché qui doit aller avoir obligatoirement comme attributaire la compagnie publique qui est en face d'elle, est-ce que c'est un marché sincère ? Bon, la création d'une compagnie régionale entraîne inévitablement
une sorte de partialité dans l'attribution du marché, ou un marché fait sur mesure pour qu'il n'y ait qu'une seule compagnie qui puisse l'emporter. Et à ce moment-là, c'est condamnable et ça met en cause les procédures de marché public. Moi, je pense qu'il faut s'en tenir pour la région aujourd'hui au principe de la délégation de service public. Il faut un service public. Il faut que le périmètre de ce service public soit peut-être redéfini à la baisse ou à la hausse. Ça, c'est la responsabilité de la région. Mais à la hausse, ça me paraît difficile parce que les crédits publics deviennent de plus en plus réduits. Donc un service public, un périmètre bien défini, sur combien de ports, tout ça, ça se discute. Avec quelles économies? Le service complémentaire va disparaître, donc là, il y a des sources d'économie. Est-ce que ces sources d'économie sont réaffectées à la délégation de services publics ou est-ce qu'on les réinvestit sur les ports et les aéroports, par exemple, au moment où on manque cruellement de crédits publics pour l'investissement et pour alimenter le secteur des travaux publics? Bref, il y a une réflexion qu'il faut avoir, mais vous voyez au niveau des principes quelle est ma position. Avoir en face de soi des compagnies qui sont capables de gérer correctement et de répondre aux exigences du service public. La CMN l'a très bien fait, et c'est d'ailleurs pour cela aujourd'hui qu'on lui propose d'assumer partiellement en titre le service public que la SNCM ne pourra plus assurer en sous-traitant en quelque sorte le service public. Donc si la CMN l'a fait, qui est une société totalement privée, bon, pourquoi demain une compagnie reprise par le secteur privé, quelle que soit l'attributaire, ne pourrait pas le faire dans les mêmes conditions? Et c'est là, si je pense que la SNCM connaît ses problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on a trop traîné, on a laissé pourrir les situations, et ce qui aurait pu se traduire il y a quelques années par un plan social beaucoup plus modeste, va hélas mettre en œuvre aujourd'hui, et c'est ça la véritable difficulté sociale, mettre en œuvre des difficultés pour l'emploi qu'on n'aurait peut-être pas connues à ce niveau il y a quelques années. Donc vouloir gagner du temps n'était pas la bonne solution et ça a pourri complètement le dossier du service public. Et on a manqué beaucoup de courage dans cette affaire, de toutes parts, à droite, à gauche et sur le plan syndical. Aujourd'hui, donc, le tribunal de commerce de Marseille repousse sa décision au mois de novembre avec des nouvelles offres qui pourront être proposées d'ici la fin du mois. Alors évidemment, des offres insatisfaisantes, dit le tribunal, il faut encore les travailler. Oui, bon, elles sont insatisfaisantes, on n'est pas dans le dossier directement, donc je ne peux pas vous dire si elles sont satisfaisantes ou non. Mais pour qu'elles soient satisfaisantes, il faut crédibiliser le plan financier qui est proposé et démontrer que ce plan financier ne va pas se traduire encore par des dérapages, des déficits qui mettraient en cause l'exigence de la qualité du service public. Et deuxièmement, que les règles européennes sont respectées. J'entends les responsables du Parti communiste aujourd'hui, la personne d'Étienne Bastelica ou certains syndicats qui disent « mais l'Europe, c'est affreux, on nous conduit à l'abandon de la SNCM ». Non, on vit en Europe. La France doit tenir compte des règles européennes puisqu'elle est membre de l'Union européenne et il ne faut pas remettre en cause ces règles, sauf si demain la France décidait de quitter l'Union européenne. Et c'est un autre débat, mais qui nous emmène vers des horizons beaucoup plus lointains et fort improbables. Donc quand on est en Europe, on respecte ces règles et en les respectant d'ailleurs, on acquiert l'estime et les moyens financiers de l'Europe qui sont importants pour notre région. Il est vrai, vous citiez notamment le groupe communiste à l'Assemblée de Corse contre le président du Conseil exécutif et le groupe communiste. Il y a des divergences de vues aussi sur ce dossier SNCM. Écoutez, ça m'a échappé, les divergences entre le président du groupe communiste et le président du Conseil exécutif. Et le président du Conseil exécutif. Bon, ça, je m'en suis rendu compte depuis longtemps. Bon, c'est des divergences qui sont des divergences provisoires. Mais si demain, après les élections régionales, il fallait reconstituer une majorité de gauche, je suis persuadé que les communistes reviendraient derrière Jacob si cela représente leur survie électorale. Donc, il y a le mécontentement qui se manifeste de manière faciale, comme disait l'un de nos collègues à l'Assemblée de Corse, qui était Jean-Claude Loisel à l'époque. Et puis, il y a les réalités politiques qui font que la gauche s'unit quand c'est nécessaire et serre les coudes, même si elle affiche des désaccords qui font plaisir pour le Parti communiste, notamment au syndicat qui est très lié au Parti communiste. Merci José Ross, c'était pour la petite parenthèse. On va se retrouver demain pour un autre thème d'actualité. Merci. Bonjour et bienvenue Ousgouard, où en ce mercredi matin, on retrouve notre invité de la semaine, José Rossi. Bonjour.
Bonjour. On va parler d'amnistie, on va parler de rapprochement des prisonniers. Très récemment se tenait une conférence de presse menée notamment par la Ligue des droits de l'homme. Nous allons entendre le témoignage d'Elsa Renaud pour la Ligue des droits de l'homme de Corse, justement, cette LDH qui demande que la loi soit appliquée en matière de rapprochement des prisonniers politiques. Et bien évidemment, de plus en plus, le sujet de l'amnistie est aussi évoqué à l'Assemblée de Corse, dans de nombreuses communes. On a vu notamment que la ville de Bastia avait pris une délibération en ce sens pour réclamer l'amnistie des prisonniers. On écoute Elsa Renaud et on vous retrouve. Nous soutenons tout ce qui pourra aller dans le sens de l'apaisement, mais dans un premier temps, il faut que la loi s'applique, il faut en finir avec l'inégalité de traitement qui concerne les prévenus et les détenus corses. Et en matière de rapprochement et de liberté conditionnelle, eh bien, il suffit que la loi s'applique, et ça c'est l'urgence, une urgence aussi bien politique que sociale. Dans un second temps, il nous paraît effectivement légitime que la question de l'amnistie soit posée et qu'elle soit débattue à l'Assemblée en même temps que par la société civile. Bon, c'est comme ça que cette question pourra acquérir sa force. José Rossi, donc la question de l'amnistie notamment, elle est dans de plus en plus de... Alors, l'amnistie, si je ne me trompe pas, elle résulte d'une motion à l'Assemblée de Corse. C'est pas la Ligue des droits de l'homme qui a été... C'est Jean-Charles Orsouch qui en a été à l'initiative. Voilà, c'est pas la Ligue des droits de l'homme qui a été à l'origine de l'affaire. La Ligue des droits de l'homme réagit sur une motion de caractère politique proposée à l'Assemblée de Corse. L'Assemblée de Corse délibérera le 28, si mes informations sont bonnes. Il y a le rapprochement des prisonniers, c'est un sujet très différent sur lequel on a eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises et de délibérer. Dans le respect de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, le rapprochement des prisonniers en Corse est éminemment souhaitable. Là, c'est très clair. Et je crois qu'il y a des accords de personne sur cette question. C'est un problème humain, c'est un problème d'application de la loi quand la loi est claire. Mais il y a souvent des confusions qui se font entre les détenus qui remplissent les conditions prévues par la loi et d'autres qui ne les remplissent pas. Et quand on demande le rapprochement, il y a une démarche globale qui entretient un peu confusément ces confusions. Bon, donc personnellement, je suis pour le rapprochement dans le respect de la loi et effectivement, ce n'est pas toujours le cas et donc tout ce qui peut aller dans cette direction va dans la bonne direction. L'Assemblée de Corse avait été assez unanime là-dessus, elle était même montée rencontrer les ministres à Paris. Du temps où j'ai présidé l'Assemblée de Corse, il y avait eu aussi des délibérations de même nature. C'est un sujet récurrent mais qui n'a jamais été réglé à ce jour au cours des 10 dernières années, ou en tout cas qui a fait l'objet de gestes spécifiques et successifs qui ont permis des rapprochements mais qui n'ont pas permis une démarche globale sur le sujet. Alors on nous a toujours expliqué au ministère de la Justice que les autres ne remplissaient pas tout à fait les conditions, mais il n'y a jamais une présentation publique par définition des obstacles qui s'opposent à ce rapprochement et ça contribue à maintenir la confusion. Donc je crois que sur ces sujets, il faut de la transparence et de la clarté. Quand on ne remplit pas les conditions, il faut qu'on dise pourquoi, que les avocats qui défendent les détenus le disent très franchement sur la place publique et qu'on ne mélange pas tout. Mais globalement, on ne peut être que favorable au principe du rapprochement des prisonniers et des détenus politiques. Bon, par contre, pour l'amnistie, moi, je ne suis pas pour des votes à répétition en cette période politique, parce qu'on est à la veille d'une campagne électorale qui est une campagne électorale régionale, et je vois beaucoup d'arrière-pensée dans le vote de ces délibérations pour l'amnistie, qui consiste d'abord à solidariser pour la famille nationaliste l'ensemble des élus et militants de cette famille qui légitimement peuvent souhaiter l'amnistie pour ceux qui ont combattu pour la cause, entre guillemets. Bon, mais au-delà vous disiez tout à l'heure que c'était M. Orsouch qui avait présenté cette motion le premier, au-delà de la famille nationaliste, il y a d'autres élus qui vont dans cette direction, dans la recherche d'un consensus permanent et qui conduit parfois à obscurcir les débats. Alors une amnistie, il faut que vous le sachiez, ça intervient le plus souvent. Je ne suis pas remonté dans l'histoire pour chercher tous les cas de figure et je peux me tromper, mais en tout cas, pendant la période politique que j'ai vécue et qui est déjà assez longue, les amnisties interviennent après les élections présidentielles. On en est encore loin. Bon, il y a eu une amnistie après l'élection présidentielle de François Mitterrand. Qui a été accordée très largement, mais qui s'est traduite par une reprise des activités violentes à très court terme, au lendemain d'ailleurs de l'élection de la première Assemblée de Corse en 1982.
Je n'étais pas parlementaire à l'époque, donc je n'ai pas pu la voter, mais bon, j'ai vu comment ça se passait. J'ai été par contre parlementaire en 1988 après la deuxième élection de François Mitterrand et j'ai voté, comme l'ensemble des parlementaires de la Corse, l'amnistie qui a été proposée à ce moment-là, qui excluait les crimes de sang à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, ça vient dans le débat de l'Assemblée de Corse et rien n'interdit à un groupe de déposer une motion en ce sens. Mais je trouve que à presque 3 ans de l'élection, 2 ans de l'élection présidentielle, bon, c'est un sujet récurrent qui va faire l'objet de polémiques et de débats. Et on voit déjà que ça s'est produit à Bastia, par exemple, crime de sang ou pas crime de sang, de polémiques et de débats qui ne servent pas la cause de ceux qui sont susceptibles de bénéficier de l'amnistie. Et je crois qu'il va y avoir, avant que l'amnistie puisse être discutée au Parlement, parce qu'elle ne le sera jamais avant l'élection présidentielle et l'élection législative, il va y avoir une élection présidentielle et il va y avoir une élection législative. Et ceux qui vont voter en définitive l'amnistie, si le nouveau président de la République en est d'accord, et il faut qu'il le soit. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'amnistie après l'élection de François Hollande. En tout cas, quelque chose de très limité qui ne concernait pas du tout ce type de problème. Et donc, si le président de la République élu en 2017 pense qu'il peut y avoir une amnistie dans ce domaine, il va falloir surtout convaincre les parlementaires qui ont été élus, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et dans ce cadre-là, il pourra y avoir, en effet, le moment venu, aux alentours de l'élection présidentielle, un dialogue entre ceux qui soutiennent l'amnistie, avec quel périmètre, crime de sang ou non. Bon, personnellement, sur les crimes de sang, j'émets aussi des réserves fortes, parce qu'il y a d'autres incidences, indépendamment des crimes de sang à caractère politique. À partir du moment où on dit amnistie pour les crimes de sang, il peut y avoir à la périphérie des gens qui vont peut-être se sentir concernés et qui ne seront pas touchés par le champ de l'amnistie. Donc c'est très dangereux d'avancer sur tous ces terrains dans la confusion. Et je pense que ma position, in fine, je la ferai connaître bien sûr, après l'élection à l'Assemblée de Corse. J'en dirai pas plus parce que je ne souhaite pas que ce débat sur l'amnistie vienne occulter les vrais problèmes de l'Assemblée de Corse, les vrais choix stratégiques de l'Assemblée de Corse, qui sont au niveau des compétences principales, le développement économique et social et donc l'emploi. C'est la priorité des priorités aujourd'hui, au moment où la Corse connaît une situation de crise. Vous avez bien vu qu'à l'Assemblée de Corse, au cours des dernières années, on a parlé de tout. Bon, le statut de résident, la co-officialité, l'inscription de la Constitution, certes, et puis aujourd'hui l'amnistie. Demain, il y aura sans doute d'autres questions, la compagnie régionale. Mais on oublie de parler du sujet essentiel, c'est de la création d'activités et d'emplois. Comment fait-on pour créer de l'activité et de l'emploi ? Et si je réserve ma position sur l'amnistie, qui était ouverte en 88, donc elle ne sera pas fermée en 2017, bon, c'est parce que simplement je souhaite que dans le débat électoral, dans la campagne qui va se dérouler au cours des 6 mois qui viennent, eh bien on parle des vrais sujets et que demain la nouvelle majorité de l'Assemblée de Corse soit capable d'apporter de vraies réponses aux problèmes des gens en Corse et aux difficultés quotidiennes de notre île. Merci beaucoup, José Rossi. On va se retrouver demain pour parler d'un nouveau sujet d'actualité. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais savoir si on était dans les 10 minutes. Voilà, on est tout à fait dans les 10 minutes, pas de souci. Donc les vrais problèmes, effectivement, les vrais problèmes de notre île, justement, 2 petits mots quand même, là aussi une petite parenthèse sur la collectivité unique. L'Assemblée de Corse qui va, quand cette collectivité unique voit le jour, récupérer un certain nombre de compétences, notamment... Mais non, mais je ne sais pas qui a parlé d'enfumage, mais c'est un enfumage complet du gouvernement, cette affaire de la collectivité unique, qui est proposée à toutes les régions de France, mais à l'horizon 2020. Donc faire une collectivité unique, ce n'est pas lui donner des compétences supplémentaires, c'est rassembler dans un seul moule les compétences de l'actuel CTC et les compétences des 2 départements. Et au lieu d'avoir 3 collectivités pour gérer ces compétences additionnées, vous n'en avez plus qu'une seule. Bon, donc il n'y a pas une seule compétence nouvelle, sauf si demain la loi disait on en rajoute. Mais il faut attendre que la loi soit votée pour ça. Malheureusement, ça ne sera pas la loi, parce qu'on nous fait voter sur le principe de la collectivité unique au 1er janvier 2018, mais on ne dit pas ce que sera le contenu de la collectivité unique. À ce jour, c'est simplement l'addition des compétences existantes. Or, au lieu de faire une loi, on va faire des trains d'ordonnances. On va s'occuper d'abord du mode de scrutin. Évidemment, c'est ce qui intéresse le plus le gouvernement et les responsables de l'actuelle majorité. Ça viendra en septembre. Mais par contre, le contenu de la loi,
c'est-à-dire l'organisation et effectivement les compétences, ça ne viendra qu'en avril-mai, au moment où la nouvelle Assemblée sera en fonction. Je m'en réjouis d'ailleurs que ça vienne à ce moment-là, parce qu'au moins, il y aura une représentation insulaire, fraîchement élue, avec toute la légitimité nécessaire pour se prononcer sur ces ordonnances. Mais la procédure des ordonnances n'est pas une bonne procédure, parce que c'est le gouvernement qui les bâtit dans le secret des cabinets ministériels. Ces projets de texte viennent de l'Assemblée de Corse, qui n'est pas législateur, et qui va dire « je suis d'accord, pas d'accord », qui va en demander beaucoup plus et qu'il y en aura beaucoup moins. Et le gouvernement, au final, va arrêter le texte de l'ordonnance qui devrait être validé en fin de parcours par le Parlement, globalement. L'ensemble des ordonnances devront être validées par le Parlement. Donc je trouve qu'une belle et bonne loi pour une collectivité unique et améliorant ses compétences, si c'était possible, ça aurait été mieux que les ordonnances, qui sont une manière d'occulter le débat, en tout cas à l'égard de la représentation nationale. Et on dessaisit le Parlement, qui est capable d'améliorer les textes de loi. Moi, j'ai été parlementaire et je trouve que les statuts dont j'ai été le rapporteur pour certains, le statut Joxe-Rossi de 91, eh bien, il s'est considérablement amélioré en cours de discussion à l'Assemblée nationale pour ce qui nous concerne et au Sénat pour ce qui concerne les collègues sénateurs. Mais là, l'amélioration elle sera uniquement tributaire de la bonne volonté du gouvernement. L'Assemblée de Corse dira voilà, on souhaite ça, ça et ça. C'est le seul gouvernement qui décidera et qui demandera ensuite au Parlement de valider simplement, sans pouvoir d'amender, de valider les propositions gouvernementales. Merci beaucoup José Rossi, on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, nouveau rendez-vous Sguardo ce matin. José Rossi est notre invité durant toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va partir à la rencontre d'Henri Malos, le président du comité social et économique européen, qui a annoncé il y a peu qu'il serait candidat à l'élection territoriale, aux côtés de Pau Giacobbi notamment. Henri Malos qui parlait récemment du PADUC, qui analysait le PADUC d'un point de vue européen, validité ou pas de ce PADUC, efficacité aussi ou pas de ce PADUC. On écoute Henri Malos et on se retrouve tout de suite. Moi, je me réjouis qu'il s'est dégagé une majorité sur une vision de développement pour l'avenir de la Corse. Et qu'en plus, moi, je trouve, et nous trouvons, mais toutes les personnes à qui j'en parle, que cette vision est raisonnable, équilibrée, et qu'elle est surtout portée par une majorité d'élus. C'est ça, la vision de l'Europe, c'est de faire confiance aux élus et aux citoyens, et qu'il y a une longue consultation, ça a mis du temps à sortir ce PADUC. Ça fait un moment qu'on en parle, donc je trouve que c'est un progrès. Je crois qu'au niveau de l'Union européenne, je ne vois absolument pas pourquoi il y aurait un moins de problèmes. Question propre à la Constitution française ne relève pas de l'Union européenne, mais en tout cas en ce qui concerne l'Union européenne, ce document est tout à fait valable et est une référence très utile, non seulement pour l'utilisation des crédits européens possibles pour conforter ces démarches, mais aussi en tant qu'élément de référence pour la coopération entre les régions. José Rossi, une vision valable et équilibrée, le PADUC, un projet de société. On parlait hier des véritables préoccupations des Corses que vous allez amener dans le débat pour ces élections territoriales. Est-ce que vous pensez que ce document-là, il répond à ces préoccupations ? Je ne connais pas, juste un mot d'abord, je ne connais pas Henri Malos, mais je sais qu'il a fait une carrière européenne dans le monde du lobby et des démarches économiques et sociales, puis est devenu... à travers une voie syndicale, président du Conseil économique et social au niveau de l'Europe. Et donc, je respecte et j'apprécie cette expérience européenne qui pourrait effectivement mettre utilement au service de la Corse. Par contre, je crains qu'il soit très peu enraciné en Corse, malgré ses origines dans le Bosio, et qui n'ait pas tout à fait la vision du terrain qui est celle des élus locaux, des maires et des animateurs de nos micro-régions. Et dire que le PADUC est un document équilibré me paraît singulièrement hardi. Bon, certes, il y a eu une très longue concertation, on a vu tout le monde, on a parlé avec tout le monde, et Maria Giudicelli qui a fait un document très idéologique, porté par des thèses que je considère un peu tiers-mondistes, plus proches du Parti communiste que du libéral qu'est Pau Giacobbi. Je pense que ce document est un document très protecteur, en effet, mais qui est un frein considérable au développement économique. Et je reproche parfois à mes amis politiques du groupe UMP, du groupe du Rassemblement à l'Assemblée de Corse, d'avoir voté les orientations générales de ce document, et puis en fin de parcours, se rendant compte que le document ne correspond pas du tout à ce qu'ils souhaitaient, de voter contre ce texte. Plus on se rapproche des élections électorales, d'ailleurs, plus on prend ses distances par rapport à la politique de ceux qui ont proposé cette gestion pendant les années qui viennent de s'écouler. Alors pourquoi ce document est inquiétant ?
il est tellement protecteur que dans une période où il y a moins d'argent public, en provenance de l'Europe d'ailleurs, qu'évoque M. Malos, il y a moins d'argent européen en Corse aujourd'hui, il y en aura encore moins demain. Il y a moins d'argent de l'État parce que les caisses de l'État sont vides, et on le voit aussi bien non seulement dans les dotations des collectivités locales, mais dans tout ce qui concerne les subventions à des opérations diverses. Il y a moins d'argent dans les caisses publiques des collectivités locales, de la région, qui est en situation financière très délicate, qui est très endettée, du département de la Haute-Corse, qui est surendetté, du département de la Corse du Sud, qui est la collectivité qui se porte le mieux pour l'instant, mais qui est aussi limitée par ses marges de manœuvre. Et puis je ne parle pas des deux villes d'Ajaccio et de Bastia, qui sont très endettées et qui disposeront de moins d'argent public pour l'injecter dans l'économie insulaire au cours des prochaines années. Donc, moins d'argent public. J'ai calculé que sur un horizon de 4 ou 5 ans, le montant des investissements publics, si les choses continuent à aller de cette manière, serait inférieur d'un tiers à ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez donc l'importance et le drame absolu que cela représente pour le secteur des travaux publics, pour le secteur du bâtiment. Et donc c'est le moment que l'on choisit, au moment où la Corse est un peu dopée à l'argent public. C'est vrai que l'argent public a été très utile, on ne peut pas le contester, mais il se réduit brutalement. Et au moment où il se réduit brutalement, au lieu de dire il faut donner un peu d'oxygène à la Corse et lui permettre de s'ouvrir et de faire et d'accueillir dans le domaine du tourisme notamment, qui est parfois contesté, mais on vit aussi du tourisme, il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme et des services qui sont induits du tourisme. Au contraire, à ce moment-là, on dit on va serrer les boulons, on va tout protéger et on va appliquer des règles extrêmement strictes. Bon, je suis un partisan fervent de l'environnement. On peut faire de la qualité, on peut faire du beau, mais en même temps, il ne faut pas mettre la Corse sous cloche, il ne faut pas faire de la Corse un vaste parc naturel. On en a un, il fonctionne très bien, mais la Corse entière ne peut pas être un parc naturel. Et il faut veiller dans l'organisation de nos stations littorales, dans l'organisation de nos villages de l'intérieur quand ils ont la qualité nécessaire, à la structuration, à l'organisation du territoire des communes pour qu'elles ne dérivent pas dans le mitage et dans le désordre le plus absolu. Mais il faut éviter d'avoir cette attitude de suspicion à l'égard du monde des affaires, à l'égard des investissements, à l'égard des résidences secondaires. Quand on parle des résidences secondaires, je suis sidéré. Même du côté des chiffres officiels, on cite les résidences secondaires, mais on oublie complètement dans le chiffre très important de résidences secondaires qui existent, qu'il y a toutes les résidences secondaires qui sont les nôtres. Nos maisons du village sont des résidences secondaires. Bon, quand on a un appartement à Ajaccio et qu'on a une petite maison sur la rive sud ou dans le golfe de Sagone, c'est une résidence secondaire. Donc pour calculer véritablement le nombre de résidences secondaires qui ne sont pas les nôtres, il faudrait faire la discrimination. Vous avez vu ce que produisent les discriminations lorsqu'à Paris, on explique à la mairie de Béziers qu'on donne le nom des musulmans, de ceux qui ont un nom musulman. Là, c'est un grand chambard qui se passe au plan national, tout le monde s'offusque. Et aujourd'hui en Corse, il faudrait faire des discriminations pour savoir si on est continental ou corse et si la propriété de la résidence secondaire appartient à un continental et pas à un corse. Bon, tout ça est strictement scandaleux et je suis totalement hostile à la notion de statut de résident qui va vers ce type de discrimination. Et en même temps, je pense qu'il faut que le PADUC, il est fait. Bon, il est en cours de finition. Il va être très contesté. Il y aura des procédures. Et vous allez voir qu'il va y avoir des pans sur le recours des mairies, des pans du PADUC qui vont être annulés parce que le PADUC empiète sur les plans d'occupation des sols, sur les PLU maintenant, les plans locaux d'urbanisme. Et donc, ça va nous mettre dans une instabilité juridique qui va durer des années. Personnellement, si demain je gagnais les élections avec nos équipes et avec l'alternance que nous souhaitons, on ne remettrait pas en cause l'ensemble du PADUC parce qu'on y travaille depuis 5 ans et on ne va pas le refaire, on ne va pas remettre 5 ans à faire le PADUC. Mais il y a des possibilités de revision qui se font sur des périodes un peu plus courtes et le PADUC est fait pour une période de 15 à 20 ans pour être revisé en cours de route de manière partielle et il faudra l'appliquer avec souplesse quand on le peut et que la loi le permet, et 2, préparer les procédures de revision là où il y a des choses qui sont totalement inacceptables. Donc pour résumer, pas penser, le PADUC est un document utile puisqu'il est prévu par la loi et qu'il faut le mettre en œuvre, mais il a été conçu de manière idéologique et extrêmement protectrice, avec une suspicion permanente en direction de ceux qui investissent dans le secteur de l'immobilier et du foncier, alors que c'est l'une des ressources essentielles de la Corse en termes de valeur ajoutée, qu'on contrôle, qu'on vérifie la nature des transactions,
qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'argent sale et que l'on évite à la mafia de s'installer dans certaines zones dans des conditions inacceptables, tout cela est parfaitement compréhensible. Mais qu'on freine le développement au moment où l'argent public va manquer, je trouve que c'est un coup directement porté à l'emploi ou à l'égard duquel je disais qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'interventions au cours des années à venir parce qu'on n'a rien proposé pour l'emploi tout simplement. On a au contraire mis en cause, peut-être sans le vouloir, je ne dis pas que c'est une démarche délibérée, mais on a mis en cause la capacité de créer beaucoup d'emplois. José Rossi, justement, entre le PADUC de Camille de Rocazère et d'Anchantine qui avait été retiré, qui était défini comme un PADUC ultra-libéral, et le PADUC tiers-mondiste que vous dénoncez aujourd'hui, c'est le mot que vous avez utilisé, on aurait pu trouver quelque chose... J'étais plus proche du PADUC que vous qualifiez de libéral. C'est pas moi qui le qualifie, il a été qualifié comme ça. Je crois qu'on a un peu exagéré lorsque... On a dit que Camille de Rocazère voulait sanctuariser ou désanctuariser le littoral. Bon, il a des positions qui ne sont pas très éloignées des miennes sur ce sujet. Bon, je crois qu'on raisonne de manière tout simplement réaliste. Bon, on veut créer de la valeur ajoutée pour la Corse, on veut faire bien, on veut faire beau, et il faut éviter la spéculation. Là-dessus, on peut être tous d'accord, mais pas le faire par une protection absolue et générale et créer des zones dans lesquelles on ne peut plus rien faire du tout. Et vous verrez qu'à un certain moment, c'est les Corses eux-mêmes qui vont protester. Ce n'est pas ceux qui ne peuvent pas s'installer en Corse ou ne pas y créer des activités, c'est les Corses eux-mêmes qui vont se sentir concernés en tant que propriétaires. Vous pensez que c'est ce que révélera l'enquête publique qui est en cours ? Non, je pense que le document du PADUC, il est tellement complexe, il y a 4000 pages. Bon, je me le suis fait livrer dans un premier temps sur une disquette. Bon, j'ai évidemment, j'ai pas pu suivre le fil du raisonnement. Je me suis fait offrir par la région le PADUC en 4000 pages avec les cartes. Je suis incapable de lire ces 4000 pages dans leur totalité. Et je suis persuadé que même Maria Giudice ne les a pas lues dans leur totalité. Ce document a été fait par des technocrates, par des bureaux d'études, de manière extrêmement scientifique, mais trop scientifique. Souvent, ça ne correspond pas à la réalité des choses. Il y a des traits et des limites qui passent sur certains territoires et qui ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. Bon, le PADUC, vu depuis la Corse, depuis en haut, descend jusqu'au niveau de ceux qui relèvent du choix des communes et du PLU. Alors qu'on définisse des grandes zones, oui, c'est le rôle du PADUC, mais pas qu'on se mette à faire des PLU, des plans locaux d'urbanisme qui sont de la compétence communale, et des communes qui, bloquées dans leur développement, vont forcément faire des recours inévitablement et les gagneront dans beaucoup de cas. Merci José Rossi, on va se retrouver demain pour notre dernière émission. Bonjour et bienvenue, José Rossi est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Dernier sujet de la semaine, on va parler de Langue Corse, de co-officialité, du plan Langue Corse aussi, un nouveau plan Langue Corse qui a été adopté récemment par l'Assemblée de Corse, à la grande satisfaction notamment du groupe du PNC. On va écouter Xavier Luciani et on vous retrouve tout de suite après. C'est une immense satisfaction du point de vue politique parce qu'on repose de manière importante la question de la co-officialité. C'était l'élément majeur de ce dossier. À côté de cette question donc éminemment politique, il y avait aussi un certain nombre de dispositions transitoires qui ont été amendées par les différents groupes. Et donc on a réussi tant bien que mal à proposer un rapport qui nous permet d'envisager une transition et une étape vers la co-officialité qui semble aujourd'hui tenir la route. Le seul problème majeur qui se pose à cette démarche, c'est la porte fermée que l'on rencontre à Paris. José Rossi, donc le plan Langue Corse, tout d'abord, puisque cette interview a été réalisée à cette occasion avec des mesures qui ont été mises en place, votées. Je suis très favorable à la langue corse et à son enseignement le plus généralisé possible, y compris à l'enseignement bilingue, qui monte en charge, vous le savez, de manière progressive. J'approuve beaucoup de dispositions qui sont dans le texte voté par l'Assemblée de Corse, mais je me sépare parfois même de certains de mes amis, comme Marie-Antoinette Brunet ou le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangel, qui ont pris position sur la co-officialité. Ils l'ont fait avec leurs convictions, et vous voyez que là, on n'est plus sur un clivage de droite, de gauche ou nationaliste. Chacun a sa propre conviction et sa propre expérience. Mais j'essaye, moi, de raisonner de manière rationnelle, et je me mets dans la situation de celui qui est aujourd'hui dans l'opposition à la majorité actuelle et qui peut demain être en situation majoritaire et président du Conseil exécutif, puisque j'ai été désigné pour être candidat à la présidence de l'exécutif par l'UMP si nous sommes en situation victorieuse. Donc si demain j'étais en situation
je ne veux pas décevoir ceux qui m'ont mandaté pour mettre en œuvre des choix que je leur ai proposés pendant la campagne électorale. Et je sais pertinemment que la co-officialité est totalement impossible à mettre en œuvre. Alors que des gens, de jeunes gens de 25, 30 ans disent, bon, co-officialité, ça sera peut-être le cas dans 30 ans, dans 40 ans. Et si on fixe ça comme un objectif, pourquoi pas? Il faut voir comment la Corse a évolué entre-temps. Si elle est devenue une région insulaire autonome, c'est un choix qui me conviendrait, ancré dans la République et dans la Constitution. D'autres, les indépendantistes, Kurtz-Igalé, souhaiteraient qu'elle aille beaucoup plus loin, qu'elle devienne indépendante. Et je pense qu'à travers cette idée de la co-officialité, il y a quand même un soubassement éminemment politique. La langue, la défense de la langue pour maintenir notre identité, notre patrimoine culturel, pour rester nous-mêmes. Bon, je vois personne qui est hostile et il faut s'en donner les moyens, notamment des moyens financiers et réglementaires. Mais aller jusqu'à la co-officialité, qui d'abord est totalement contraire à la Constitution, essentiellement pour les raisons de discrimination qu'elle intègre. On parlait du statut de résident. Bon, la co-officialité demain, si elle était installée en Corse, serait discriminatoire, parce qu'il faudrait que les fonctionnaires qui viennent en Corse, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou autres, rentrent dans un schéma qui est un véritable corset. Et donc, par définition, toute une série de citoyens français seraient éliminés de la fonction publique nationale ou territoriale à partir du critère de la langue. C'est un des sujets essentiels. Et je pense que sur ce point, même en réformant la Constitution, je ne suis pas sûr qu'au niveau européen, on ne se heurte pas aussi à des principes relevant des règles européennes. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau constitutionnel, c'est sûr. Et donc, je pense que dans l'immédiat, l'argent sur lequel s'est engagée l'Assemblée de Corse en votant le plan pour la langue corse, il vaudrait mieux le concentrer et le dépenser réellement pour tout ce qui concerne le bilinguisme. Bon, et que ceux qui défendent la co-officialité continuent à le faire, mais en sachant pertinemment que ça ne se fera ni dans les mois qui viennent, ni dans les 2 ou 3 années qui viennent. Donc sûrement pas après l'élection présidentielle, puisque d'abord, il faudrait réformer la Constitution. Et je pense que même en réformant la Constitution et en obtenant pour la Corse un statut d'insularité qui ferait de la Corse une région autonome à l'européenne, je suis persuadé que ça ne suffirait pas forcément pour faire accepter la co-officialité, puisqu'on se heurte à des principes constitutionnels d'une autre nature. Donc je reviens à ce que je disais sur d'autres sujets au cours des jours précédents. Essayons de monter les marches les unes après les autres, de faire avancer les sujets qui peuvent directement profiter à la population insulaire, au peuple corse, et faisons en sorte qu'on ne fasse pas miroiter des thèmes qui occultent les vrais problèmes. Et j'ai l'impression que l'affaire de la co-officialité, même si ça part d'un bon sentiment, correspond pour certains à des objectifs d'une autre nature. Pour les indépendantistes qui défendent la co-officialité, ça me paraît tout à fait naturel. Bon, ils sont dans la logique d'un État futur. Bon, mais moi, je suis contre l'idée d'indépendance, donc je ne vais pas les soutenir dans cette démarche. Par contre, que des gens qui sont parfaitement citoyens français et qui entendent le rester, qu'ils soient autonomistes ou qu'ils soient de droite ou de gauche, en évoquant la co-officialité avant d'être arrivés à un bilinguisme le plus avancé possible, je pense qu'il y a une contradiction et qu'il faut que les yeux se dessillent et qu'on commence vraiment de plus en plus à travailler aux sujets sur lesquels on peut avoir des résultats à court terme ou à moyen terme. Or, sur la co-officialité, on est sur du long terme. Et comme ça ne va pas marcher, vous allez avoir la famille nationaliste qui va dire le gouvernement n'a rien fait. Bon, je ne vais pas dire que le gouvernement a fait, je suis dans l'opposition au gouvernement de gauche, donc je dirais moi aussi que le gouvernement n'a rien fait. Mais dans la logique nationaliste, il y a un savoir-faire extraordinaire pour faire monter les revendications, constater au bout d'un certain temps que le gouvernement ne peut pas les satisfaire, on sait pertinemment au départ qu'il ne pourra pas les satisfaire, et ensuite protester contre le pouvoir central. Moi, je ne suis pas sur cette logique, je suis au contraire pour l'affirmation de l'identité corse, des valeurs corses, de la culture corse, de la langue corse. Et sur le plan économique, il y aura un partenariat avec l'État. Moi, je ne suis pas pour combattre l'État, je suis pour trouver un partenariat de construction avec l'État. Et je pense que si demain, nous allons vers un statut d'insularité et vers plus d'autonomie pour la Corse, ancré dans la République et reconnu dans la Constitution, si on veut relancer l'activité économique en Corse, il faudra bien un plan de développement à bâtir ensemble avec l'État sur la base des options insulaires.
Et je pense que dans ce domaine, j'aurai des propositions à faire pendant la campagne électorale. Alors même si ces revendications aujourd'hui, elles sont irréalistes et peut-être qu'elles seront menées sur du très long terme, il n'empêche que ce sont des revendications avancées par une grande majorité de l'Assemblée de Corse et que l'État avait dit « travaillez et nous regarderons ». Oui, mais c'est l'ambiguïté. Bon, l'État gagne du temps, comme d'habitude. Ça dure depuis des années. Bon, l'État, les gouvernements successifs, leur problème, c'est qu'il n'y ait pas d'incident pendant la période où ils gouvernent. Donc, ils ont amusé la galerie avec ça, et puis ils ont gagné du temps, et ils ont dit n'importe quoi sur le sujet. Bon, si j'étais une souris autour de la table du Conseil des ministres ou dans les bureaux de M. Hollande à la présidence de la République, je sais très bien ce qu'ils se disent. Bon, il m'est arrivé même d'avoir quelques confidences. Ils sont résolument hostiles à tout ça. Résolument hostiles, mais ils n'osent pas le dire. Bon, donc, je crois qu'il vaut mieux, si on veut être franc, il faut avancer sur les sujets sur lesquels on peut avancer et même aller au-delà des sujets les plus simples, évidemment. On peut avoir parfaitement comme objectif la co-officialité. Je ne reproche pas aux indépendantistes d'afficher cet objectif. Bon, c'est dans leur patrimoine politique, donc c'est normal qu'ils le demandent. Mais après, moi, je souhaiterais que les partis qui sont aux responsabilités à gauche aujourd'hui, à droite, je l'espère, demain, avancent sur les sujets où ils vont obtenir des résultats. Et quand je dis des résultats, c'est des résultats qu'on obtient sur 2, 3, 4 ans. Ce n'est pas des résultats à perpète. D'ailleurs, à l'âge qui est le mien, je vais obtenir des résultats tout de suite. Je ne vais pas renvoyer les résultats à 10 ans ou 15 ans. Ça sera la génération suivante qui le ferait. Mais précisément parce que j'ai une expérience en la matière, je peux me permettre de dire ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Et je dis que le gouvernement trompe ses interlocuteurs sur ces affaires, même s'il est très favorable à l'enseignement de la langue et s'il a mis des moyens sur la langue qui ne sont pas négligeables, comme la région fait des efforts considérables pour la langue. Merci beaucoup, José Rossi, d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On vous retrouvera, bien évidemment, campagne électorale le plus souvent oblige possible aussi. Donc, on vous rappelle également que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com. Je peux dire un dernier mot. Oui. Je voudrais vous dire que dans tous les débats qui auront lieu, j'essaierai de faire preuve de la plus grande franchise et de ne pas cultiver le consensus. Non pas parce que je suis hostile au consensus, je suis plutôt dans la gestion des affaires publiques, quand je suis en situation de responsabilité, un homme d'élargissement des majorités. Mais par contre, je crois qu'il faut dire la vérité. On arrive à un moment où aujourd'hui, on ne peut plus raconter n'importe quoi au peuple, parce qu'on se met en Corse dans une démarche populiste qui peut ressembler étrangement à ce qui se passe au plan national vers des partis dont on dénonce le populisme. Et donc, il ne faudrait pas que le populisme national soit remplacé par un populisme corse dont on voit bien, dont on cerne bien les contours. Pas de langue de bois, donc, pour les futurs débats. Pardon ? Pas de langue de bois, donc. Voilà, pas de langue de bois, c'est ce que je voulais dire. Même si ça, électoralement, ce n'est pas toujours gratifiant, mais je pense qu'à un certain moment, ça finira par l'être. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Ousguarde avec Maria Lanfranchi.